On va tout de suite aborder la table ronde de cette fin de matinée autour du paiement dans ces grandes lignes d'horizon jusqu'en 2025. Je vais tout de suite appeler à me rejoindre les 6 personnes qui vont participer à cette table ronde, à savoir Florence Ségurel pour la SNCF, Martina Weimart pour EPI, Jean-Michel Chavanas, Mercatel, Régis Folbaum, la Banque Postale, Christophe Lezob pour le Crédit Mutuel et bien sûr Loïs Moulin pour CB. Voilà, venez me rejoindre. On va installer Loïs Moulin au centre. Asseyez-vous. Loïs au centre, voilà. Merci à tous les 6 d'être avec nous ce matin. Alors vous aussi, vous êtes invités à participer à cette table ronde via une question en ligne, une question qui va normalement apparaître derrière moi sur cet écran. La voici, le paiement mobile à l'horizon 2025 sera-t-il le principal mode de paiement utilisé? Et vous avez donc l'adresse à laquelle vous pouvez adresser votre réponse, oui, non ou sans opinion. Alors, lors de cette table ronde ce matin, il s'agit ici, bien sûr, de faire un premier bilan de ces 18 mois de crise, mais en nous projetant, évidemment, jusqu'en 2025, c'est l'intitulé. Comment la pandémie a été un accélérateur dans la transformation des usages dans le commerce et par voie de conséquence dans les paiements. Je vais commencer par une première question assez simple, courte, qui appelle une réponse courte, en tout cas en guise d'introduction. Je vais vous demander à chacun quelle est dans votre secteur, dans votre métier, la modification la plus notable apportée par la crise. Qui souhaite commencer? Et bien sûr, vous pouvez retirer vos masques pour vous exprimer ici sur la tribune. Martina Weimart. C'est tout simplement l'augmentation du contactless, qui est quand même un grand enseignement. Et je dirais le fait qu'on s'est habitué au QR code. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus notable qu'on puisse remarquer et qui va nous marquer aussi pour la suite des événements. Christophe Lezob. Le sobre. Le sobre, pardon. Il y a qu'un S, mais quand même. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur le contactless, mais c'est aussi une accélération de la digitalisation, et pas seulement dans le monde des paiements. Si la pandémie a apporté quelque chose, je pense que c'est réellement ça. Florence Ségurel. Non, on ne va pas se partager les micros pour des raisons, effectivement, vous avez chacun votre micro, voilà, pour des raisons sanitaires qu'on comprend bien. Vous qui êtes toute nouvelle un peu dans ce secteur des paiements, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce que vous retenez? Alors, la grosse différence pour la SNCF, donc dans le monde des transports, c'est la plus faible anticipation dans les actes d'achat de nos clients. Jean-Michel Chanvas. Alors moi, sur surprise, évidemment, c'est l'essor incroyable de la vente à distance. Mais du coup, moi, je voudrais mettre l'accent sur un sujet dont on ne parle pas assez, parce que nous, on le prend souvent par les paiements, mais je trouve que c'est intéressant de le prendre aussi par le transport des produits. Et donc, je retiens pour le commerce la nouvelle figure marquante qui est le livreur, qui a envahi nos rues, notre quotidien, qui est devenu personnage central de toutes nos vies. C'est bien vu aussi. Régis Folbaum. Alors moi, avant d'être dans les paiements, j'étais dans le conseil, donc je vais vous donner quelques chiffres, parce que bon, la Banque Postale est somme toute c'est une bonne tour d'observation. Transactions par carte, sur les 9 premiers mois de l'année, on doit être à plus de 10% de croissance. Sur le sans contact, on doit être à plus de 35% ou 40%, donc on regarde en volume ou en valeur. On a une explosion du e-commerce à plus de 25%. Alors on a un petit effet rebond grâce à la SNCF qui avait effectivement vécu difficilement, comme nous tous, le confinement. Les espèces, on en parle parce qu'il y a effectivement cette translation. On doit être quasiment flat actuellement. Enfin, sur les 9 premiers mois de l'année cumulés, on est flat. Si je regarde juste le mois de septembre, on est quand même en baisse de 10%. Et ça, c'est après un décrochage de 20 à 25% en 2020, alors quoi qu'on ait dit le gouverneur, voilà, il aime tous ces moyens de paiement, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont pris un peu de plomb dans l'aile. Et puis, comme on ne va pas laisser non plus les espèces tout seuls, les chèques, on est quand même à moins 10% après une baisse de moins 25% en 2020. Et puis en parallèle, une explosion du peer-to-peer, on doit être à plus de 300%. On va développer tout ça ensemble. Et puis aussi l'aspect, on va dire, sur le paiement mobile, sans contact, où on est quasiment à 200%. Loïs Moulin
pour Moi, terminer ce premier j'ai tour de l'habitude table. faire la synthèse, et donc j'ai donné simplement un chiffre. En 2020, on a fait plus 6 points de croissance dans les dépenses de consommation des ménages, hein, ça c'est le paiement CB, et habituellement, en un an, on faisait 1 point de croissance supplémentaire, 6 points de croissance supplémentaire en un an. Merci Loïs. Alors, on souhaitait débuter cette discussion par l'évolution des usages en matière de paiement, parce que bien sûr, la pandémie a été un formidable accélérateur de tendance. Jean-Michel Chanvaz, je vais commencer avec vous. Vu du commerce que vous représentez, quelles sont donc les évolutions profondes que vous observez et quelles tendances dans l'évolution des paiements se dégagent? Oui, alors bien sûr. Question générale et un peu vaste. Oui, non mais moi déjà, on va répéter, hein, puisque tout le monde ne l'a pas encore dit, qu'il y a une accélération des paiements numériques. Tout ce qui ressemble à des paiements avec du papier est en chute libre. Bon, et là, une chute qui se maintient. Hein, donc évidemment, c'est plus compliqué de payer avec du papier quand on achète à distance. Donc ça va de soi. Bon, le sans contact, c'est pareil, ça relève expressément du même phénomène. Mais derrière ça, moi, ce qui me frappe, c'est la complexité des paiements. Enfin, on a eu à gérer aussi la migration de la DSP2, authentification forte, etc. On fait face parce que les circuits d'approvisionnement, les façons d'acheter, etc., se complexifient, à une complexité des systèmes de paiement. Et finalement, on pourrait presque être fasciné par le fait que tout ça fonctionne. C'est tellement compliqué qu'on parle beaucoup des... Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. Franchement, chapeau, parce que... voilà. Et en même temps, voilà, ça nous met face à un défi qui est le défi de la permanence. C'est-à-dire, ce qui change aussi, c'est que tous ces outils, ils doivent fonctionner 24/24 et on n'a pas droit à l'erreur. Hein. La semaine dernière, dans un tout autre cadre, on discutait de... qu'est-ce qui se passe dans un aéroport quand les systèmes informatiques s'arrêtent? Il paraît qu'ils sont, au bout de 30 minutes, c'est l'émeute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand des magasins, si les paiements s'arrêtent? Qu'est-ce qui se passe si les gens à distance ne peuvent plus acheter? Enfin, là, on a vraiment des enjeux, moi, je pense, très importants de comprendre cette sensibilité à la technologie et d'arriver à trouver des réponses adéquates. Régis Folbaum, la banque que vous représentez, c'est une bonne, en raison de son maillage territorial, c'est une bonne caisse de résonance des tendances observées dans la société. Est-ce que vous partagez ce constat qui vient d'être fait ? Alors, sur la partie chiffrée, j'ai effectivement un peu lâché mon chargeur en introduction, mais oui, je partage tout à fait ce constat et je veux saluer tout ce que fait tout l'écosystème, d'une certaine manière, de rendre des paiements qui sont extrêmement complexes, en particulier en e-commerce, dans l'omnicanalité, simple et qui est pratiquement invisible pour le client et pour nos consommateurs et pour les marchands. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais saluer. Bon, le reste, les tendances, je vous les ai données. Je voulais aussi profiter d'une autre casquette que j'ai au sein du groupement des cartes bancaires en tant que président de Frenchis, pour alors évidemment saluer les collaborateurs de Frenchis qui sont là, mais aussi pour regarder, comme tu l'indiquais, que en fin de compte, avec l'émergence de nouveaux moyens de paiement, on se prépare au protocole de demain. Le seul moyen de paiement qui est aussi en train de boomer, qui est l'Instant Payment, j'en ai pas parlé, mais il va entraîner avec lui, avec des éléments de la DSP2, peut-être du Request to Pay. Il y a effectivement un bout de pays qui est du end-to-end par Instant Payment. Et donc, on doit aussi préparer demain, on va dire, cette universalité des paiements au-delà de la carte. Alors, moi, alors peut-être parce que je suis tombé dans la monétique en même temps que je suis tombé dans les paiements, je ne pense pas qu'on va perdre le bout de plastique, peut-être pour des raisons écologiques, mais on le remplacera par un petit bout de bois. Je pense que l'avatar virtuel qu'il y a dans nos téléphones va perdurer, mais ne va pas remplacer le plastique. Et je pense qu'il a quand même fallu une pandémie et plus de 10 ans pour voir l'explosion du sans-contact. Donc, on va faire une migration qui va accompagner nos citoyens et les usages. Mais pour le coup, voilà, cette conduite du changement, elle prend du temps. Et puis en attendant, il faut que les techniciens que nous sommes, alors nous en tant que banquiers, en tant que commerçants, etc., sur un métier qui, comme on l'a rappelé, est assez technique, on prépare aussi les protocoles de demain. Et c'est ce que fait Frenchis, évidemment ce que fait la Banque Postale par ailleurs pour servir ses clients, qu'ils soient particuliers ou commerçants. Loïs Moulin, justement, comment CB s'adapte? Quels sont les principaux chantiers que vous allez mener?
Alors, il y en a quatre plus un, je vais dire. Le premier, c'est déjà amplifier l'usage du sans contact. En fait, on n'est jamais rassasié. On veut en faire toujours plus avec le sans contact. C'est 57% des paiements dans le commerce physique. Mais il y a un certain nombre de réservoirs de croissance à notre portée. Le premier, c'est le développement du paiement mobile, qui représente encore 1% en 2020, mais qui a vocation à croître de manière très significative dans les prochaines années. Le second, c'est l'open payment, c'est-à-dire le paiement dont on va parler tout à l'heure dans les transports. Il y a la carte avec l'empreinte digitale, qui est aussi un réservoir de croissance. Et puis, il y a ce qu'on appelle, alors pour les techniciens, le PIN online sur les terminaux de paiement, qui va pouvoir permettre de payer en sans contact avec sa carte en plastique, au-delà de 50 € et dont on va voir les premiers développements l'année prochaine. Deuxième priorité, c'est accompagner l'essor du e-commerce qui représente 20% des paiements en valeur dans notre système et faire baisser le taux de fraude. L'infrastructure est là, on a réussi la montée en charge Faster. Les banques ont réussi à équiper leurs clients de nouvelles méthodes d'authentification, quelle que soit la cible, y compris ceux qui n'avaient pas de smartphone. On voit les premiers résultats sur la fraude, mais il faut que cette courbe vertueuse soit amplifiée l'année prochaine. Troisième priorité, c'est tous les jours, ou presque, on est sollicité par des banques, des commerçants, des industriels, des sociétés de services pour des nouveaux cas d'usage dans le commerce sur lesquels il faut proposer des parcours de paiement sécurisés et fluides. Donc on parle beaucoup d'omnicanal. Par exemple On prend l'exemple du paiement dans les magasins autonomes. Voilà, c'est la problématique qui nous a été soumise. C'est comment je fais un paiement sécurisé où le commerçant sera garanti sans connaître à l'avance le contenu du panier, sans qu'il y ait de caisse. Voilà. Bon, donc, voilà, il y avait une problématique. Le magasin autonome, c'est pas CB qui l'invente, c'est le commerce qui l'invente. Mais il vient nous voir pour nous dire, nous, on a besoin de continuer à payer par carte. C'est demain le caddie connecté, ce genre de choses. Quatrième priorité, c'est contribuer aussi à faire du paiement un paiement plus éco-responsable. Vous avez une start-up qui propose une batterie qui est entre autres destinée potentiellement à équiper les cartes en plastique, une batterie autodégradable. On a devant nous la fin du ticket systématique. On l'a préparé ensemble avec l'écosystème l'an dernier et ça va se déployer à partir de l'année prochaine. Il y a le sujet de la consigne, voilà, qui nous interpelle. Il y a le sujet du rechargement des véhicules électriques sur lequel on travaille. Voilà, ça c'est les 4 priorités de CB. Et puis il y en a une cinquième dont on va parler dans quelques minutes, c'est aussi préparer la transition vers ce nouveau schéma européen. Et finalement, la mission de CB, c'est faire fructifier le capital CB pour préparer la transition vers EPI. Alors, vers EPI, on en parlera effectivement dans quelques minutes. Jean-Michel Chanvas, juste sur les tendances là qu'a dégagé Loïs Moulin en matière de commerce, du coup, comment vous vous adaptez déjà ? Alors, oui, donc pour rebondir, Loïs, c'est une réponse paiement en fait sur les évolutions du commerce. Donc c'est effectivement intéressant de regarder ces évolutions du commerce. Elles sont multiples. Si on prend un axe sectoriel, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, on voit bien la conséquence directe sur équipement de la personne versus équipement de la maison, on va le dire comme ça, et ça vaut aussi pour l'électronique, donc avec des secteurs qui étaient déjà un peu en difficulté, avec cette accélération, donc sur l'équipement de la maison, alors c'est large, ça, c'est la jardinerie, l'équipement électronique, j'en parlais, le mobilier, etc. Enfin, tout ce qui a un rapport en fait avec notre environnement proche et dans le truc qui chute, par exemple, on voit bien parce que ça, on le voit jamais à distance, c'est les chaussures. C'est-à-dire, les chaussures. Dans les écrans, les gens peut-être vont continuer à acheter des chemises, les cravates, ça fait longtemps que c'est fini, mais là, les chaussures. Très compliqué. C'est un peu contre-intuitif de dire parce que les gens vont marcher dans la campagne. Mais enfin bon, donc ça c'est l'évolution sectorielle, c'est très important. Puis après, moi je distingue évidemment en dehors du sujet VAD, qui est une espèce d'évidence pour tout le monde. Paradoxe avec un renouveau de la proximité. Il faut savoir que par exemple, les libraires de proximité font partie des grands gagnants de la crise Covid.
Donc on a parlé de ces sujets de proximité. On avait déjà une tendance à une augmentation, enfin une nouvelle répartition du chiffre d'affaires entre très grandes surfaces, moyennes et petites. Plus c'est petit, plus ça marche. On a un sujet évidemment autour de, c'est du commerce automatisé. Donc là, cette semaine ouvre à Paris, dans le 11e arrondissement, le premier Carrefour totalement automatique. Dans l'image. Ce qui fait toujours un peu polémique sur la disparition de l'humain. Oui. Non, mais il y a beaucoup de paradoxes. Non, mais ça dépend. Enfin, je veux dire, les gens, ils peuvent être très contents de discuter avec leur libraire et très contents aussi quand ils achètent de l'eau minérale, du lait, etc. De faire ça en 3 minutes sans avoir à faire la queue. Et c'est les mêmes. Donc, évidemment, il y a un sujet, on n'a pas encore vraiment parlé de ça, mais on voit aussi le phénomène d'accélération, c'est la vente de services, évidemment, en progression, et de services qui sont vendus à l'usage. Enfin, vous avez tous sur les... C'est un des éléments d'ailleurs de la complexité, d'usage des cartes de paiement, etc. C'est les ventes à l'usage et d'abonnement. Avec des gens, évidemment, quand ils sont abonnés, on ne va pas leur redemander à chaque fois, d'abord ils dorment, de s'authentifier. Donc toute cette part-là, elle dégage un champ, ça représente peut-être... aujourd'hui, il faudrait regarder sur quel périmètre de consommation, peut-être 30% de la consommation, et de plus en plus se fait avec ce type de conso. C'est un mix service et abonnement qui ne s'applique pas seulement d'ailleurs aux produits de service. Il y a de plus en plus de commerçants physiques qui vont proposer des offres d'abonnement. Et type Decathlon, qui le dit publiquement, je ne trahis pas de secret, vous prenez un abonnement de 40 € par mois qui vaut usage de 2000 € de biens dans le magasin. Et vous changez comme vous voulez. Ça, c'est, et ils disent qu'en termes de modèle économique, c'est encore meilleur. Donc, comme ils gagnent leur vie, c'est super. Voilà. Et évidemment, l'autre point, ça on le voit par la présence, par exemple, de 2 sites d'économie circulaire dans les 5 premiers en termes d'audience dans les sites internet, donc avec Le Bon Coin et Vinted. Donc il y a un aspect derrière ça extrêmement fort sur la RSE. Donc les aspects écolos, la traçabilité des produits, la sensibilité, où est-ce qu'ils sont fabriqués, par qui, etc. Ouais. Et évidemment, l'économie circulaire, elle relève de ce phénomène-là. Ça, c'est une lame de fond. Ok, merci beaucoup pour ces tendances donc, qui se dégagent dans le monde du commerce. Parlons maintenant transport, mobilité sans contact, car dans ce secteur en particulier, bien, la transformation numérique est également très, très forte. L'exemple emblématique, c'est la disparition, la fin du ticket de métro à Paris. Florence Ségurel, donc à la SNCF, dans votre secteur des transports, du tourisme, la digitalisation, c'est pas nouvelle, c'est pas nouveau, pardon. C'est une tendance de fond qui existe déjà depuis plusieurs années. Mais dont la crise a vraiment été un accélérateur. Vous nous dites plus 50% en 10 ans, c'est ça ? Alors effectivement, la digitalisation, c'est pas nouveau pour la SNCF, puisque depuis 10 ans, on a constaté, hors phénomène particulier du Covid, que les achats en digital ont pris 50%. Donc il y a eu une petite accélération avec la crise Covid. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle retombe et on reste sur notre tendance qu'on a constatée. Aujourd'hui, vous retombez à des niveaux pré-Covid ? Oui, un petit peu plus, mais c'est quand même une tendance de fond. On a quand même des paiements de proximité qui restent importants et c'est important d'ailleurs pour la SNCF de proposer des possibilités d'achat en multicanal, à la fois en gare, à bord ou à distance. Le principal support d'achat aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quand même le mobile ? On est en majorité digital, et dans le digital, le principal moyen de paiement, le principal canal d'achat est le mobile, oui. Après, je ne rentrerai pas dans le détail du mix de distribution, vous comprendrez bien. Et quelles sont vos priorités justement en matière de développement des paiements ? Quelles tendances vous allez privilégier ? Alors, je vois 2 priorités. Première priorité, donc, c'est avant tout simplifier la vie de nos clients. Donc ça passe par un parcours d'achat fluide, sans couture, vraiment jusqu'au paiement. Leur proposer aussi des possibilités d'achat sur l'ensemble de nos canaux et en cross-canalité, c'est-à-dire par exemple faire un achat sur Internet, un échange en gare.
et leur proposer des nouvelles solutions de paiement dès lors que ça répond à leurs besoins. Donc à titre d'exemple, par exemple pour accompagner la digitalisation, nous sommes aujourd'hui engagés dans une démarche de dématérialisation des bons d'achat ou des chèques vacances, parce qu'aujourd'hui on ne peut payer en chèque vacances qu'au guichet. On est obligé de se rendre en gare, effectivement. Voilà, donc deuxième priorité, la maîtrise de nos coûts, bien sûr. Et sans surprise, quand on parle de nouvelles solutions de paiement, on regarde particulièrement les coûts. D'autres tendances aussi que vous allez privilégier, que vous allez développer particulièrement ? Non. On regardera en fonction des besoins et de nos coûts. Christophe Le Sobre, donc on va parler un peu open payment maintenant. En matière de transport, le Crédit Mutuel vient de remporter l'appel d'offres de la ville de Toulouse sur l'open payment. Toutes les grandes collectivités locales se convertissent petit à petit. C'est ce que vous constatez. Là aussi, il y a quand même une accélération. Alors, merci. Oui, effectivement, on a gagné l'appel d'offres de Toulouse, mais on ne l'a pas gagné seul, parce qu'il a fallu répondre en groupement, et c'est ce qui fait certainement la force de l'open payment aujourd'hui. En tous les cas, ce que nous croyons dans les parcours complètement intégrés, où le parcours client intègre le moyen de paiement. Moi, je suis assez direct sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas de nouveau moyen de paiement. On innove et on bâtit des solutions autour de nouveaux moyens de nouveaux moyens de payer, et on intègre finalement des moyens de paiement que l'on innove, que l'on digitalise, que l'on met au goût du jour, comme la carte, comme le virement pour le paiement instantané. Là, on y travaille depuis 2007. Sur l'open payment... Du coup, effectivement, oui, il ressemble à quoi ce nouveau parcours du coup, en open payment? Et j'y viens. Alors, pour Toulouse, on a gagné avec notre partenaire et avec qui on a bâti une vraie relation qui est Flowbird, qui est un expert de la billettique reconnu dans le monde de la billettique. Et ce qui était patent dans ce parcours d'open payment, puisqu'on travaille depuis des années sur de la cross-canalité, de l'interopérabilité, de l'omnicanalité, mais en fait l'objectif c'est quand même de permettre aux clients de la SNCF notamment, comme Florence vient de l'indiquer, de leur apporter de la fluidité dans les parcours d'achat, etc. etc. Cette combinaison entre la billettique et la monétique fait que l'open payment permet aujourd'hui d'accéder au transport urbain sans titre de transport. Donc on va dématérialiser, voire digitaliser le titre de transport au travers de la carte ou au travers du mobile ou de l'objet connecté. Ouais. Et en fait, pourquoi ce parcours me plaît? Parce que dans des vies antérieures, j'ai pu travailler ce type de parcours et on avait quand même du mal à y arriver. Et là, on y est, et grâce aussi à la pandémie a beaucoup apporté. C'est que finalement, quand on présente la carte sur le valideur dans le bus, dans le métro ou où vous voulez, dans le transport, c'est pas le moyen de paiement qui est lu, c'est le titre de transport. Le paiement, grâce aux évolutions faites par les schémas cartes, notamment par CB en France, font que le paiement vient a posteriori et permet finalement au système billettique de proposer des modularités ou des options qui permettent à l'autorité organisatrice de proposer des solutions tarifaires adaptées aux usages. C'est-à-dire, prenez le bus autant que vous voulez dans la journée, dans le pire des cas, on vous débitera le forfait jour. La ville d'Amiens, la promesse qui a été faite, c'était prenez les bus autant que vous voulez, revenez dans le cœur de ville, on ne viendra pas vous débiter plus que l'abonnement mensuel. Et là, on vient sur le fait de la pandémie qui a accéléré le mouvement, puisque le paiement sans contact est quand même un geste complémentaire, un geste barrière complémentaire. Et grâce encore à l'effort des schemes, on a pu augmenter les tarifs, les montants jusqu'à 50 €. Alors dans le monde de l'open payment, 50 €, on est déjà large. Pour autant, ça apporte du confort et on est aussi sur de l'usage, sur une adoption du paiement sans contact fait par les usagers, par les voyageurs, par les consommateurs que nous sommes, et qui ne sont pas finalement perdus lorsqu'ils retrouvent ce service dans les transports urbains. Oui, là aujourd'hui, les villes françaises ont. Elles y vont. Elles se convertissent petit à petit, ouais. Elles se convertissent petit à petit, alors avec plutôt les métropoles, j'imagine. Non, pas du tout. Nous, on a commencé à faire ce qu'on appelle de open payment, mais qui est surtout du paiement sans contact dans les bus, et on vend du titre unitaire avec un autre partenaire pour cette fois qui est Tactol, et dans des solutions plus complexes avec Flowbird pour le moment.
Et donc non, on touche toutes les villes qui ont cette velléité d'innover et de fluidifier les parcours clients, parce que c'est de ça dont on parle. Et ce parcours client aussi, quand il est fluidifié, ça a un impact aussi positif pour l'exploitant, puisque aujourd'hui, pour les villes sur lesquelles on a déployé du paiement sans contact, par exemple, c'est pour évacuer la vente à bord. Donc le temps passé par le personnel roulant à délivrer un titre de transport et à faire le rendu monnaie, bon, là, je passe le sujet lié à la pandémie, c'est du temps qui n'est pas passé sur la conduite. Donc une meilleure qualité de service, une fluidité, et ça marche bien. Et puis je pense que c'est un sujet que vous allez aborder, mais il y a aussi la Coupe du Monde de rugby qui arrive et Voilà. les Jeux Il y a deux Olympiques. événements sportifs importants qui vont arriver en France, qui vont toucher plusieurs villes, la Coupe du Monde de rugby, les JO évidemment en Absolument. 2024. Et là, l'objectif, c'est quand même d'être prêt. Ah bah là, on C'est un enjeu va important. certainement se prendre une certaine pression de certains réseaux pour être prêt à la date pour 2023-2024, ça c'est sûr. Hein. Régis Folbaum, ouais, c'est... Mais du coup, on ne le sera pas. Parce qu'encore une fois, je suis désolé. Même si CB a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir de l'open payment, et comme tu l'as dit très justement, Christophe, on l'a de manière simple où payer, c'est valider son titre de transport dans des schémas complexes comme Amiens que tu connais bien. Donc je te remercie. Donc malgré tous ces efforts, vous dites on ne sera pas prêt. Alors, on est prêt quand les opérateurs se sont mis en ordre de marche. Malheureusement, le STIF ou Mobilité Île-de-France, je ne sais pas comment ça s'appelle, on n'est pas en ordre de marche. Donc imaginez, alors que la RATP vient de refaire tous ses valideurs et lance une appli avec un ticket démagnétisé mobile, qu'on sera prêt en 2024 pour avoir de l'open payment comme les JO de Londres l'avaient en 2020, je crois, non, 2000 avant, enfin, bref, 2000 combien 2012, autant pour moi, on sera pas à l'heure. Parce que, pour répondre à la question, moi je souscris tout à fait à ce qu'a dit Christophe, l'open payment, que ce soit pour les consommateurs réguliers ou occasionnels. Et une ville comme Paris a beaucoup de visiteurs occasionnels, que ce soit des visiteurs domestiques, européens ou internationaux. Ça rajoute de la simplicité, de la fluidité, ça enlève, on va dire, tu l'as dit, enfin ça accélère, ça améliore la vitesse commerciale, hein, évidemment, vu qu'on conduit au lieu de rembourser les pièces au moment où elles sont achetées. Ça réduit aussi la fraude que j'appellerais contrainte ou subite, c'est celle que c'est celle que vous avez parce que le bus il est là, vous n'allez pas prendre, il y a l'accueil automate. La fraude molle. Voilà, exactement. Donc vous allez prendre ça. In fine, comme tu l'as dit aussi Christophe, dans un environnement où on veut ramener les gens en centre-ville, où malgré le télétravail, il y a maintenant, voilà, on n'est plus avec, j'ai mon pass Navigo que je vais utiliser 6 jours par semaine parce que voilà, je suis en télétravail par-ci par-là. Je veux trouver le meilleur optimum tarifaire pour moi. Donc encore une fois, on a des villes qui l'ont fait, et Amiens est un excellent exemple, et puis d'autres qui ne sont pas encore mises. Alors évidemment, il y a deux raisons qui expliquent ça. L'investissement, il est important, donc il faut se trouver au bon moment du cycle, et puis si au moment où vous décidez de réinvestir, vous dites je pars sur une solution qui est complètement billettique et qui n'associe pas le paiement, c'est compliqué pour les 10 ou 15 prochaines années. Et puis il y a un reste, cette difficulté d'intégration. On parlait de Flowbird, qui est effectivement un très bon intégrateur pour lier paiement et billettique, mais c'est un problème. Enfin en tout cas, eux arrivent à trouver des solutions, mais si vous n'avez pas pris au bon moment ce pas, c'est compliqué. Donc, il se trouve que la Banque Postale, nous, on fait de l'open payment pour la RATP sur les liaisons aéroportuaires, donc ça, c'est très bien. On l'a évidemment développé à Amiens, et donc je te remercie d'être un client fidèle de Christophe, à l'acquisition, donc il n'a pas changé de banque, évidemment. Mais voilà, pour le coup, je pense que à Toulouse, vous ferez en sorte que pour la Coupe du Monde de rugby, ça soit possible, mais que en Ile-de-France, à mon avis, ça sera plus compliqué. On fera en sorte que ce soit possible ailleurs aussi, et pas seulement qu'à Toulouse, je te rassure. Juste pour rebondir sur ce que disait Régis et pourquoi je citais Amiens, même si je n'y suis présent qu'en tant que citoyen. Ce qui est important, c'est que la pandémie, elle a changé les usages. Pas uniquement dans les moyens de paiement, etc. C'est dans la fonction dans le fait d'utiliser les transports en commun. Le télétravail, comme tu le disais, fait que le pass Navigo, on l'utilise plus autant que l'utilisait. Donc, autant que prévu à l'origine. Donc les métropoles aujourd'hui, elles regardent ça. Elles regardent aussi comment capter cette clientèle et la garder finalement. Et l'open payment est un levier pour ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que au départ, le pari, c'était de dire on va aller chercher les occasionnels et puis les touristes. Mais c'est pas que ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans ce qu'on peut déployer, on constate que les locaux sont là, les occasionnels récurrents, ceux qui prennent le bus une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais finalement qui prennent la voiture parce que c'est trop compliqué d'aller chercher un titre et de faire de suivre la file d'attente. Il faut quoi? Il faut des solutions plus multimodales. Florence Ségurel, votre filiale, la filiale de la SNCF, Keolis, qui développe l'open payment dans plusieurs villes en France, est-ce que ça s'accélère et comment vous vous adaptez justement? Est-ce qu'il faut des solutions multimodales? Alors oui, l'open payment, ça s'accélère, mais logiquement, puisque ça va dans le sens de la facilité d'usage, donc on est dans une phase d'accélération. Comme l'a rappelé Régis, il ne faut pas oublier que ça nécessite des investissements importants, puisque ça nécessite d'avoir du matériel spécifique, que ce soit en gare ou dans nos trains, donc c'est pas un plug and play. Et on a aussi quelques difficultés dès lors qu'on est sur des transports dont la tarification n'est pas unique, puisqu'en fonction du trajet qu'on fait, on peut avoir une tarification différente, et c'est le cas notamment en région pour tout ce qui est TER. Donc aujourd'hui, alors on développe une solution qui peut s'apparenter à de l'open payment, mais qui n'est pas de l'open payment, et qu'on appelle le Pay-as-you-go, puisqu'on est en expérimentation dans 3 régions, sur un système, alors comment en particulier, donc comment ça marche. Donc le client va se géolocaliser, d'abord va s'enrôler dans une application, va ensuite être géolocalisé au début et à la fin de son trajet, et va payer comme pour l'open payment a posteriori, et en fonction du meilleur tarif, donc abonnement, trajet d'e-voyage, etc. Donc c'est pas de l'open payment, mais c'est proche de l'open payment, mais pour les régions, en tout cas, ça répond mieux à leurs problématiques à ce jour. On répond à un usage. Régis Folbaum, vous vouliez... Oui, Jean-Michel Chanoine, non, mais je voulais juste dire que tout ça, ça rebondit sur la question de changement de mode de consommation, abonnement, usage. C'est-à-dire les gens, ils n'achètent plus un billet de train, ils achètent de la mobilité. Aussi au nouveau mode de vie et de travail. Voilà. Et effectivement, on voit toute la complexité pour proposer des moyens de paiement qui soient adaptés à ça. Donc c'est vrai qu'en région parisienne, ça n'a pas de sens de ne pas intégrer le Vélib, de ne pas intégrer les trottinettes, des voitures, etc. Enfin, en location. Il faudrait essayer d'avoir une vision, qui est une vision large et qui corresponde au changement de mode de consommation. C'est juste pour mettre mon grain de sel. Alors dans cette dynamique très forte de modification effectivement des modes de consommation, de l'évolution des usages de paiement, quel développement, quelles solutions de paiement attendre en Europe? On va parler de pays avec vous, Martina Weimart. Il y a donc ce nouvel horizon européen avec l'arrivée annoncée d'un nouveau réseau de paiement européen, EPI, pour répondre notamment à une demande de souveraineté de l'Europe face au réseau américain, face au GAFA. EPI a été créé il y a 1 an. Où en est le projet aujourd'hui? Oui, je pense que ça a été dit, d'après ce que j'ai entendu déjà ce matin. On est dans une phase de décision critique. Il est temps maintenant, après tous ces travaux, de prendre effectivement une décision. Est-ce que les actionnaires qui sont dans cette interim company qui est EPI aujourd'hui veulent avancer ou pas? Donc on est vraiment dans ce processus maintenant. Vous avez entendu qu'on a une réunion importante lundi prochain, mais il ne faut pas imaginer que ce genre de décision se prenne en une réunion et qu'à la fin de la réunion, toutes les parties signent et ça y est, c'est parti. C'est un processus. Certains ici le savent bien et en souffrent comme moi. Non, c'est un processus long, donc c'est plusieurs mois. Et même s'il y a une décision lundi, je dirais que le véritable go sera donné une fois que le tout est signé. Et ça, il en faudra encore plusieurs semaines. Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les enjeux encore aujourd'hui?
Reste à faire, je dirais, tout reste à faire. Tout reste à faire. On a travaillé En beaucoup. tout cas, pour passer cette étape, Voilà, je veux dire. exactement. Donc maintenant, ce qui devra suivre, ce qui va changer, c'est que maintenant, on rentrera dans une phase d'implémentation. On sortira de la phase de l'étude, de l'alignement, de, on va dire, construction en chambre sur l'architecture, les process, les produits, le positionnement dans le marché. Voilà. Après toute cette étude-là, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. À la phase active. Exactement. De construire le produit avec les fournisseurs, avec l'écosystème et préparer tout pour la mise en marché. Donc ça, c'est maintenant vraiment le grand challenge des mois à venir. Quelle sera la couverture géographique et avec quel calendrier pour ce réseau européen ? Alors, la couverture géographique, ça sera en fonction des communautés qui vont finalement donner leur go ou pas. Ce n'est pas du tout une décision simple pour des raisons très, très diverses et variées en fonction des communautés et des actionnaires individuels. Donc ça sera un premier élément de savoir quelle est la couverture géographique initiale. Ceci étant dit, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en pourparlers avec beaucoup d'acteurs en Europe et qui en fait attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une décision de go pour avancer avec EPI parce qu'ils ne se sentent pas individuellement ou collectivement au niveau de leur pays de devenir actionnaires. Donc ils veulent devenir membres ou sinon actionnaires, mais plus tardifs. En fait, c'est toujours la même chose. Qui prend la première marche et qui lance le mouvement, qui a suffisamment de courage et d'amour du risque versus ceux qui la jouent plus sécurité et suiveurs. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, qu'en dehors des pays qui participent aujourd'hui comme actionnaires, on a une très bonne vision pour avoir un réseau d'acceptation également en Italie et en Autriche. Donc ça c'est moins connu, donc je le dis parce que je pense qu'on a trouvé un moyen pour arriver à ça, même si on n'a aujourd'hui pas d'actionnaires, donc pas de banque autrichienne ou italienne autour de la table, encore qu'on a Unicredit qui est quand même une grande banque italienne. Donc ça c'est les premiers éléments. Ensuite on est en pourparlers avec les pays baltes, on est en pourparlers sur une coopération avec les Nordiques qui, comme beaucoup le savent, ont une propre alliance avec quelques pays de l'Est qui pourraient rejoindre très rapidement. Donc ça c'est ce qui est prévu, je dirais, comme prochaines étapes. Et pour bien qu'on concerne bien et qu'on comprenne tout ce projet, quelles sont vos ambitions en termes de produits, de services ? Oui, donc, première chose à bien comprendre, c'est pas qu'un réseau, hein, c'est un scheme, mais c'est surtout une solution avec deux produits majeurs, donc la carte, qui est très très importante pour la France, mais pour d'autres pays représentés dans EPI, c'est beaucoup plus le compte à compte, le instant payment, qui peut-être deviendra important en France, mais qui ne l'est pas pour l'instant. Donc nous, on a vraiment deux jambes sur lesquelles on compte marcher. Sur la carte et l'instant payment, on les traite comme des produits à pied égal. Carte de débit, carte de crédit et vraisemblablement business aussi, donc commercial. Donc c'est très important d'avoir cette vision-là parce qu'aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, la diversité des cas d'usage, les demandes plus raffinées, plus spécifiques et on le ressent. Hein. Les commerçants nous le disent et demandent précisément est-ce que vous pouvez faire ceci, cela avec nous, est-ce qu'on aura l'occasion de développer tel et tel cas d'usage. Donc nous, à la base, c'est ces deux produits qu'on développera en plein sous différentes facettes, avec tous les flux associés, donc tout ce qui est aussi remboursement, etc. Et une couche de wallet, puisqu'on se rend bien compte qu'avec le paiement mobile, ça va devenir de plus en plus crucial pour pouvoir intégrer aussi d'autres services. Ces services à valeur ajoutée dont les attentes du public et des commerçants sont très, très importants. Donc, si on veut faire ça d'une façon assez fluide et correcte, on a besoin de ce wallet.
Et donc ça, c'est, je dirais, l'offre de base. On l'a communiqué. Le premier service qu'on va rajouter, c'est Instant Financing ou notre version du Buy Now, Pay Later. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en discussion, y compris avec des très grosses plateformes digitales internationales. Donc, il y aura un enrichissement chaque année de nouveaux services. La beauté de EPI, c'est qu'on aura les moyens financiers d'innovation, ce qu'aucun pays ou aucune banque individuellement, aucun acquéreur individuel ne peut se permettre. Donc ça, c'est très très beau d'avoir cette force de frappe sur l'innovation, encore que il faut s'aligner. Ça, c'est, je dirais, le grand challenge. C'est beau cette force de frappe, comme vous dites. Régis Folbaum, Christophe Le Sabre, quels seront selon vous les facteurs de succès de ce nouveau réseau européen ? Alors moi, si vous le permettez, je vais faire quelques propos liminaires, parce que finalement, même si EPI a été créé formellement qu'il y a 12 ou 18 mois, ça fait plus de 24 que Martina œuvre avec brio, rigueur et succès dans cette aventure. Donc je voulais déjà t'en reféliciter et t'en remercier. Au-delà de Martina, il y a beaucoup de gens dans cette salle, parce que tout l'écosystème interbancaire a été sollicité. Donc je vois Jean-Marie pour la stage, je vois Frenchies, je vois des gens de Transactis, au-delà des gens des banques. Et pas me plaît, mais je me dis que créer l'Europe n'a pas dû être facile. Même pour faire la communauté européenne du charbon et de l'acier, ils étaient déjà 6. Donc il faut au moins qu'on soit 6, je serais tenté de dire, pour pouvoir lancer EPI. Alors il va falloir qu'on regarde comment on y arrive. Parce la dynamique politique à l'époque n'était pas la même. Là, vous avez quand même eu 7 ministres de l'économie et des finances qui se sont engagés tous ensemble. Vous avez eu encore un tweet ce week-end de Verstager et de Lagarde qui supportaient. Les propos du gouverneur sont sans aucune équivoque à ce niveau-là. Voilà, il faut qu'on arrive à regarder au-delà de nos différences des cas d'usage dans les paiements, comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de plus grand. Et paradoxalement, alors que les Français, et je rends hommage à Philippe et à travers lui, à toutes les équipes de CB, on a le scheme domestique le plus puissant d'Europe, celui qui est low cost mais pas low frills, en fin de compte, on a pris l'engagement pour quelque chose de supérieur de pouvoir faire EPI. C'était sans doute les derniers qui aurions dû le faire. Alors voilà, une fois que j'ai dit ces éléments-là, ce que je veux peut-être rajouter, c'est que évidemment, il faut qu'on passe l'étape du 29 novembre. Après, la condition de succès, c'est qu'on reprenne les usages. Encore une fois, gloire soit rendue à carte bancaire. Aujourd'hui, le scheme domestique qu'on a, il ne se comporte pas ni à Girocard, ni à Bancomat. On fait tout, nous. On peut faire du retrait d'espèces, de la carte de débit, de la carte de crédit, de l'e-commerce. Alors évidemment, quand vous regardez des Italiens ou des Allemands, voire des Espagnols, ils disent « Ah non, notre scheme domestique ne fait qu'un petit bout ». L'enjeu pour les Français, c'est que EPI reprenne l'intégralité des cas d'usage que je viens de citer. Et ça, c'est évidemment un défi. Après, comme l'a dit Martina, une fois que l'encre sera sèche, d'ailleurs, même avant qu'elle soit sèche, nous, côté Transactis, donc Société Générale et la Banque Postale, si on veut être en départ lancé pour être prêt dans 18-24 mois, on a déjà commencé nos développements. Donc ça, voilà, ça devrait nous arriver à fin 2023. Et puis ensuite, on aura 2-3 années de migration pour que nos porteurs de cartes soient au fur et à mesure migrés. Évidemment, les conditions de succès, c'est un accompagnement de tous les acteurs. Donc il y a un aspect technologique, il y a un aspect aussi d'expliquer aux clients pourquoi ils vont peut-être voir un logo se substituer à un autre. Et puis qu'on travaille aussi l'acceptation avec les commerçants pour éviter qu'on ait des trous dans la raquette. Et puis qu'entre-temps, on va dire dans cette période de transition, ça c'est d'autres qui profitent de ce qu'on aura semé. Christophe Le Rapidement, moi, comment voyez-vous cette phase de transition? Puis après, Martina, je vous redonnerai la parole. Je confirme, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec Régis. Moi, je pense que ce qui fait de ce projet un beau projet européen, c'est de la coopération des différents acteurs, tels que tu le citais, cette mise à disposition des compétences et ça pas uniquement en France et les acteurs que tu as cités. Ça c'est ce qui fera la force et ce qui fera le succès de pays, me semble-t-il, avec effectivement des enjeux. Tout à l'heure je parlais d'innovation autour des moyens de payer. Clairement, ce que tu disais, il faut reprendre les usages, les wallets, comment on digitalise tout ça et on apporte ce que le commerce attend en termes de digitalisation et de parcours complètement intégré. Ça, je pense que c'est important. Et puis évidemment, finalement, un nouveau réseau, une nouvelle alternative aux réseaux internationaux complets, qui proposent des moyens de paiement européens, la carte, mais pas seulement, il y a le paiement instantané également.
Martina, vous vouliez réintervenir? Oui, enfin, je pense que ce qu'il faut bien se rendre compte maintenant, c'est que maintenant, il faut aller dans les marchés. Et ce que je veux dire par là, c'est que suite à tout cet alignement, cette phase d'étude, cette première définition de un petit peu de tout, je dois dire. Il faut maintenant qu'on arrive vraiment à faire la preuve vraiment de l'implémentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il sera crucial maintenant, pas seulement de travailler avec les commerçants, d'écouter, de tester vraiment dans le détail tout ce qu'on a prévu, d'ajuster et de créer aussi cet esprit de coopération, parce que pour la mise en place, il faudra beaucoup de coopération, aussi énormément avec les acteurs locaux de l'écosystème en France, et notamment on a besoin maintenant de bâtir le plan en France de déroulement de pays, comment on rentre dans le marché, et notamment avec les processeurs, des émetteurs, mais aussi avec CB, d'une façon beaucoup plus approfondie que l'on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, vraiment, il faut se mettre au niveau de chaque pays, parce que chaque marché a ses spécificités. On a essayé de faire, par exemple, un planning commun pour tous les marchés. C'est extrêmement difficile, puisque le point de départ est tellement différent que on n'y arrivera peut-être pas. On voudrait, parce qu'on pense qu'en termes de communication, il sera mieux qu'on puisse dire maintenant on va faire le P2P, après on va faire le SCT Instant e-commerce et ensuite la carte, etc. Mais ceci étant dit, à certains États, sur certains cas d'usage, ils pourraient commencer demain et d'autres beaucoup plus tard. Donc cette épreuve de réalité maintenant au niveau de chaque marché, il faut qu'en fait mettre en place ça en France comme au niveau de chaque pays qui participent et qu'on prenne les bonnes leçons de ce qui a marché dans les différents marchés, par exemple sur la mise en place du QR code, comment on procède, qu'est-ce qui marche pas. On l'a essayé de le prendre en considération déjà, mais bon, c'est à peaufiner. Quels sont les pays qui sont les plus prêts finalement aujourd'hui en Europe, et sur quelle solution? Clairement, le P2P. C'est franchement, le cas d'usage, on le sait tous, le plus simple et peut-être aussi le plus attractif pour rentrer dans un marché d'une façon pas ludique, mais presque. Ensuite, l'e-commerce. Là, il y a quand même des gros besoins et il y a une très forte demande sur l'instant payment. La carte s'avère beaucoup plus compliquée, sauf dans certains marchés. Donc, il faut vraiment que là, on prenne en compte les spécificités locales et qu'on a réussi à bâtir cet écosystème d'implémentation, parce que ce n'est pas du top-down EPI qui va débarquer en France. C'est absolument pas ça. Absolument pas. Et il faut aussi qu'on mette en place la société. Je crois que je ne cache rien en disant qu'il faut qu'on recrute par exemple 60 personnes. Donc ça se fera avec les différentes personnes aujourd'hui en Europe qui ont ce type d'expertise, comme on l'a déjà fait sur l'Interim Company. Jean-Michel Chanmas, vu du commerce, comment vous accueillez cette solution européenne? Martina a beaucoup de chance. C'est difficile sûrement, mais c'est so exciting d'être sur un sujet comme pays aujourd'hui, de franchir cette étape. Voilà, c'est super. Franchement, on a eu. Donc il y a beaucoup d'attentes. On a eu l'histoire de CB tout à l'heure, là, ensemble. Je pense que c'est dit. On a envie de construire une étape, le paiement de demain, qui sera fait comme c'est dit, qui sera fait de temps réel, avec un bon niveau de modernité. Il y a beaucoup de ressources qui sont mises sur les aspects marketing. C'est critique, parce qu'en effet, le truc marche s'il est adopté. L'adoption, c'est un peu les commerçants quand même, mais l'acceptation en tout cas. Mais l'adoption, c'est les clients. Et il faut leur proposer quelque chose de waouh, quoi. Franchement, et ça, alors moi je pense qu'il y a une difficulté du côté bancaire, parce que nous on est demandeurs d'une expérience qui soit vraiment la plus universelle possible. Ça, c'est l'attente principale. Ça, c'est l'attente principale. Bon, on a les prix, forcément. Le moins cher possible, mais le plus. Ça vous aurait surpris que je ne parle pas d'argent, mais d'abord, il faut que ça marche. Donc, il faut qu'il y ait une expérience universelle. Et je pense que si j'ai un message moi à donner aux banques, c'est que je les encourage à un peu de renoncement, c'est-à-dire
mettez-vous au service de pays et éventuellement renoncer à certaines spécificités pour que... Ils le font. Hein. Ils le font. Oui, oui, mais en France, on a des expériences va leur poser moyennement de la succès où ça n'a pas trop été fait. Alors, si, on le fait. les gens veulent garder... On comprend bien. Un enjeu bancaire, c'est de conserver le lien avec ses clients, le lien avec sa banque en ligne. Bon, ok, il faut trouver d'autres moyens, que ça passe pas par pays. Hein, le pays, ce soit vraiment, notamment pour le wallet, un wallet vivant, quoi, avec du contenu, pas un truc, pas une espèce de marque ombrelle où finalement derrière on trouve Vous êtes dubitatif, à boire et à Christophe Le manger. Sabre ? Non, je suis globalement d'accord avec mon ami Jean-Michel. Le truc, c'est que je pense qu'il est important pour la banque de garder son lien, enfin le lien avec son client, enfin tout comme bon commerçant, j'allais dire. Mais ça change pas grand-chose. Et je pense qu'il y a une vraie volonté d'écosystème, Régis le rappelait tout à l'heure, et des banques à travailler sur le sujet. Ça a été confirmé par Martina. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, Jean-Michel. Honnêtement. Régis Folbaum, vous avez... Non. Non, enfin, on a déjà procédé à beaucoup de renoncements au sein même de pays. Après, je rappelle juste que les banques, même pour celles qui sont à caractère mutualiste ou coopératif, ne sont pas des ONG. Ce qui est important, c'est qu'on ait la capacité de financer l'économie. C'est aussi ce que rappelait le gouverneur tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir maintenir des infrastructures de paiement qui fluidifient, simplifient la vie des concitoyens, des marchands, qui luttent contre la fraude, ça demande beaucoup d'argent, et donc on ne veut pas tout faire gratuitement. Donc j'imagine qu'on sera moins cher que Visa et Mastercard, mais en toute état de cause, voilà, il faut qu'on ait les moyens, entre guillemets, de notre souveraineté pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des moyens de paiement qui restent à l'état de l'art, quels que soient les parcours clients. Et comme tu le disais, Jean-Michel, tout à l'heure, ils vont continuer à se complexifier. Alors, je ne sais pas jusqu'où on ira dans le métaverse, parce que c'est peut-être aussi là-bas demain qu'on payera, etc. Mais voilà, il faut qu'on puisse être outillé pour le faire. Ouais, moi, je suis assez Florence Guerel aussi et Christophe Le Sabre. Allez-y. Et je suis assez d'accord avec ça parce qu'il y a quand même des fondamentaux qu'il faut respecter. On n'est pas seulement acquéreur. Effectivement, on apporte beaucoup dans le domaine de l'acceptation. On est aussi dans l'émission. Et dans l'émission de ces moyens de paiement, on a tout un travail à mener, notamment au travers de la sécurité. Je pense que, enfin, je sais pas, je parle sous le contrôle de Martina notamment, mais il y a un enjeu aussi autour de la donnée personnelle, enfin, ce que les banques préservent aujourd'hui depuis toujours. Je pense que nous, consommateurs et clients de ces établissements bancaires, on a tout intérêt aussi à garder ces valeurs, quoi. Et ça, je pense qu'on ne peut pas parler de souveraineté nationale ou européenne sans garder ces sujets à l'esprit. Florence Guerel, vous vouliez intervenir. Oui, alors pour rejoindre Jean-Michel, pour nous ce qui est important, c'est en tant que commerçant, en tant que SNCF, c'est la fluidité du parcours client et l'adoption du client. Oui, il ne faut pas que ça l'alourdisse, effectivement. Et finalement, si on a des parcours clients qui sont différents en fonction des acquéreurs, ça va être compliqué d'aller dans l'adoption. Donc, à mon sens, vraiment, une des clés de succès, c'est un parcours client unique, quel que soit l'opérateur bancaire. Après, à voir comment vous pouvez mettre en œuvre ces sujets-là, j'imagine que ça tire beaucoup de complexité. On est déjà sur des moyens de paiement interopérables. Hein. La carte et le paiement par virement. Donc, compliqué pour un client si quand il passe par la BNP ou par la Banque Postale d'avoir un parcours client qui n'est pas forcément le même. Et... Je suis ravi de ne pas avoir été cité. Mais c'est vrai que je n'ai pas été cité. Autre sujet, parce que vous avez abordé un petit peu la partie. Et voilà la partie monnaie, ouais. Mais il connaît ma sensibilité sur le sujet, donc c'est la partie effectivement modèle économique. Nous, en tant que commerçants, on ne s'attend pas à ce que ça nous coûte plus cher que ce que nous coûte CB aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet autour de ça. On n'a pas de visibilité à ce jour. Après, moi, c'est une réflexion à titre personnel. Je me demande si des modèles de subvention publique ont été envisagés ou sont envisagés à ce jour. Comme ce qui a été fait pour le financement des grands réseaux ferroviaires en Europe, puisqu'on est sur des modèles de financement public, et quand on parle de développement ou défense du territoire, ça passe souvent par ce principe. C'est une très bonne question, Martina. Oui, en effet, à vrai dire, ça fait des mois qu'on essaye d'obtenir des financements.
Et je précise, c'est pas En gardant espoir. on garde l'espoir. Je précise néanmoins que ce n'est pas un financement ni pour les banques, ni pour l'infrastructure de EPI, mais pour les commerçants. Et ça serait bien d'ailleurs que les commerçants aussi appuient cette demande. C'est vraiment fait que Nous sommes là, qu'on Martina, sait, hein, on peut appuyer. Ouais, c'est vraiment une demande pour que ce soit plus facile pour les commerçants de mettre en place, par exemple, de mise à jour de leurs terminaux ou de leur site web pour EPI et que ce soit possible. Ceci étant dit, oui, c'est extrêmement difficile. Oui, on garde espoir, mais on voit quand même qu'il y a des premiers pays qui ont dit non, clairement non, qui pourtant soutiennent très activement l'initiative, mais qui attendent que, que les banquiers financent aussi cette partie-là avec les acquéreurs. Mais bon, ça fait partie d'une raison donc pourquoi c'est si difficile, parce que comme le rappelait Régis, le business model, quand on essaye de changer un écosystème, on ne lance pas juste une nouvelle carte ou une nouvelle solution, on change un écosystème là. C'est extrêmement lourd, c'est un investissement à long terme. Ce qu'on fait là, c'est pour dans 5 ans, c'est pas pour demain. C'est un processus de transformation qui va s'engager là, que d'ailleurs le monde entier ne comprend même pas pourquoi on ne l'a pas déjà fait. Quand je parle avec les internationaux, ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe n'a pas encore ça. Et ils voient un énorme potentiel. C'est vrai qu'il y a un énorme potentiel, mais c'est vrai aussi que c'est très lourd, très coûteux, et qu'il faut qu'on soit tous alignés pour le faire. Et ça, on le sait tous, l'Europe, c'est démocratique, donc tout le monde a sa position, tout le monde a ses envies, tout le monde a ses priorités. Et le financement fait partie d'un des sujets très difficiles. Oui, on garde espoir, mais petit espoir. Et pour ajouter la complexité, on parlait de multi-moyens de paiement. Je pense qu'une des parties du soutien que la Commission et surtout la BCE donnent à EPI est surtout due au fait qu'ils y voient là le vecteur du futur euro numérique. Donc voilà, on devra aussi imaginer que demain, si EPI se fait, on risque d'être aussi potentiellement rattrapé par la patrouille qui nous dit maintenant que vous avez des cartes, des wallets, etc., mettez-nous de l'euro digital dedans. Mais si on met de l'euro digital dedans, c'est autant aussi qui affaiblit d'une certaine manière le business model sur lequel ça a été construit. Puis, on pourrait relancer tout le débat, mais on joue l'heure qui défile sur c'est quoi la rentabilité d'un euro numérique pour ceux qui l'apportent à leurs clients, etc. Ça sera notre débat pour l'année prochaine. Une prochaine année. Moi, je voulais juste dire que nous on n'a jamais demandé ce que ce soit gratuit. Non, mais on veut juste que la tendance à l'évolution dans les moyens de paiement qui fait que le coût unitaire baisse au fur et à mesure que les volumes augmentent, avec une loi qu'on observe maintenant peut-être depuis 50 ans, se poursuivent à l'occasion de ces développements. Voilà. Bon, après, on peut imaginer des façons de tarifer de manière attractive, progressive, qui sortent un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je ne préconise pas, c'est de faire payer le build et dès le départ aux parties prenantes. Là, quand même, on vit dans un monde concurrentiel, donc on n'est pas complètement dingue, on n'a pas mis ça en place en disant demain vous allez tous payer plus cher. Non, évidemment, on veut utiliser les synergies qu'on peut créer là. D'ailleurs, c'est très très simple, quand vous imaginez l'investissement qu'on va faire là, plus il y aura de volume, mieux ça vaudra pour tout le monde. C'est très simple. D'où le besoin d'avoir plus de communautés, parce qu'on pourrait à la limite dire d'une façon assez cynique, la France, l'Allemagne et la Belgique, ça suffit, on peut partir. Mais bon, c'est pas l'Europe, ça. Et surtout, si on veut vraiment drainer plus de communautés, plus de volume, il faut qu'on parte avec plus de pays. Et oui, le volume est crucial pour abaisser le coût futur. Et aussi l'alignement sur les priorités, parce que chaque développement a son prix. Donc il faut qu'on fasse un peu des choix intelligents là. Nous, on a une roadmap, on l'a exposée, on est prêt à prendre des commentaires. Je pense que là, le débat avec le côté commerçant sera fondamental pour déterminer qu'est-ce qui est vraiment le plus important à lancer dans le marché.
Loïs Moulin, je vais vous laisser un peu conclure peut-être cette partie sur cet enjeu européen. Et puis après, pour conclure aussi la table ronde, on verra un peu quelles sont les réponses à la question qu'on vous a posée. J'espère que vous avez tous pu y participer. Loïs, donc pour une conclusion. Oui, l'idée, alors j'ai quelques années dans la monétique, l'idée européenne, elle est en germe en France depuis, je dirais presque 20 ans. Moi, je me souviens, non pas du précédent président, mais d'un des présidents du Conseil qui, devant le personnel, et c'était dans les années 2000, parlait déjà de l'idée européenne. Donc il y a eu des tentatives à laquelle Martina et moi avons participé qui n'ont pas marché. Là, il y a un momentum. Il y a un momentum avec un soutien des autorités publiques extrêmement fort qu'il n'y avait pas, je pense, au moment de l'initiative Monnaie. Le sujet s'est aussi complexifié parce qu'on parlait que de cartes. Maintenant, on parle de cartes et de paiements instantanés et d'un monde qui est de plus en plus numérique. Mais ce momentum, il faut effectivement le saisir. Et voilà, nous, on est là aussi pour aider à saisir ce momentum. CB est le moyen de paiement préféré des Français en France. Il faut que dans 5-10 ans, souhaiter que EPI soit le moyen de paiement préféré des Européens en Europe. Ok, merci beaucoup Loïs. Avant de nous quitter, on avait donc posé une question en introduction de cette table ronde, à savoir est-ce que le paiement mobile à l'horizon 2025 sera-t-il le principal mode de paiement utilisé? Et donc parmi les réponses que nous avons reçues, c'est oui à 49%, hop, les résultats, voilà, non à 46% et 6 sans opinion. Est-ce que ça vous surprend comme réponse? Non, pas de réaction? Alors, moi, je connaissais la question à l'avance, donc j'avais fait un petit calcul. Et moi, je suis plutôt dans le camp du non. Je pense que le paiement mobile, ça sera à quelques dizaines de pourcents à l'horizon 2025, mais ça ne sera pas supérieur à 50%. Ça ne sera pas supérieur à 50%. Non, mais après, Jean-Michel, payer avec son mobile ou payer sur son mobile, enfin, si on se met à la place des consommateurs, finalement, les gens aujourd'hui, ils payent beaucoup sur leur mobile sans payer avec leur mobile. Hein. Donc, au fond, c'est une bonne nuance. Non, mais et donc si on additionne ça, oui, ce sera majoritaire. Merci. Martina, vous vouliez ajouter un mot? Oui, enfin, je pense que c'est pas une question blanc ou noir, c'est une question de comment ça sera présenté. Aujourd'hui, juste le fluide, etc. Je pense que ça suffit pas parce que la valeur ajoutée entre sortir sa carte et faire du sans contact par rapport à je sors mon mobile. Je pense que la valeur ajoutée pour ça, elle n'est pas suffisamment forte. S'il n'y a pas plus de services intégrés, là, enfin, ça se joue à ça, je pense. Donc, en fonction de comment on va développer le wallet est positionné, là, ça fera basculer ou pas le paiement vers le mobile ou pas. Très bien, c'est une excellente conclusion. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on peut vous applaudir pour vous remercier.